Enquête. Christophe Ondelatte. Il y a des meurtres qui coûtent moins cher que d'autres. Celui ou celle qui a tué Badré Fakir en 2015 à Nîmes de 6 coups de couteau n'a été condamné qu'à 12 ans de prison, alors que la peine encourue était la perpétuité. Mais il y a des raisons à cette clémence, bien sûr, de sacrées raisons. Pour le débrief de cette affaire, je ferai appel à maître Jean-Marc Darrigade du barreau de Montpellier, avocat d'une partie de la famille de la victime dans ce dossier. Thomas Audouard m'a aidé à écrire cette histoire, Boris Paczynski à la réalisation. Europe 1, Christophe Ondelatte. Allô, bonjour. Voilà, je suis garde forestier. Dites-moi, je viens de tomber sur un corps calciné dans la garrigue au nord de la ville. Vous savez, dans ce tunnel là qui passe sous l'ancienne voie ferrée. Un homme ou une femme? Ah, ça, je suis bien incapable de vous le dire. Le corps était tellement brûlé qu'au premier abord, c'est impossible à dire. La scène se passe le 1er septembre 2015 à Nîmes. C'est la police judiciaire qui déboule immédiatement sur place. Le cadavre se trouve effectivement dans un tunnel dévoré par la nature. Le mort est nu, totalement calciné. Il ne reste qu'un tout petit bout de tissu qui pourrait éventuellement venir d'un pyjama, mais sans certitude. La crémation a eu lieu sur place, la paroi du tunnel est couverte de suie. Bon, on va pas voir grand-chose pour l'identifier. Ah, docteur, vous êtes là, venez. On a besoin de votre aide. À votre avis, c'est un homme ou c'est une femme? Voyons voir. Je dirais un homme. Oui, c'est un homme. Un homme de forte corpulence. Pas de papier sur lui, rien qui permette de coller un nom sur ce cadavre. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Bon alors, j'ai eu le procureur, il va faire un point de presse et il va appeler les gens à signaler toute disparition avec un numéro de téléphone dédié. On verra bien ce que ça donne, hein. Et ça donne. À Nîmes, dans la cité Pisevin, un habitant manque à l'appel. Bon, a priori, le gars s'appelle Badré Fakir, 44 ans. Ce sont ses sœurs qui sont venues signaler sa disparition au commissariat central. Elles disent que sa femme et ses enfants l'ont pas vu depuis 3 jours. Le gars travaillait dans une boulangerie. Sa patronne, elle aussi, est sans nouvelles depuis 3 jours. Et personne ne l'a croisé dans la cité. Ok. Mais ça veut pas dire que c'est notre cadavre, ça. C'est pas sûr à 100%, je te le concède. Mais d'après la famille, le gars pèse plus de 100 kilos. Donc ça colle avec les premières constatations du légiste. Et de toute façon, on saura vite avec l'ADN. Hein. Les 2 sœurs supposées de la victime sont convoquées dans les locaux de la PJ. On leur présente une montre retrouvée au bras du cadavre. Elles éclatent en sanglots. C'est bien la montre de leur frère. Et une comparaison génétique vient le confirmer. Le mort s'appelle donc Badré Fakir. C'est un boulanger qui vit à Millau, près de Nîmes. 4 enfants. Sa femme s'appelle Katharina. L'étape suivante, c'est l'autopsie. Bien, messieurs. Alors, nous avons identifié 6 plaies importantes provoquées sans aucun doute avec une arme blanche. Je penche plutôt pour un couteau. Donc ici, un premier coup au niveau de la trachée, un second là, ici au niveau du torse, et là vous voyez au niveau de l'abdomen. Il était mort quand on a mis le feu au corps. Oui, sans aucun doute, il n'y a aucune trace de suie dans les bronches. Il ne respirait plus donc quand on a mis le feu au corps. Alors, où a-t-il été tué, ce Badré Fakir? Pas dans le tunnel, c'est sûr. Sur le sol, il n'y a pas de traces de sang. Il a donc été tué
ailleurs et transporté là juste pour le brûler. Et sans surprise, on a utilisé de l'essence pour mettre le feu. Pour les flics de la PJ, une piste s'ouvre tout de suite. Ce genre de meurtre, avec mise à feu du cadavre, c'est caractéristique du milieu, ou disons de la petite mafia locale. En général, c'est comme ça que finissent les trafiquants de drogue quand ils ne plaisent pas à un concurrent, ou qu'ils carottent de la cam, ou qu'ils lui doivent de l'argent. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce Badré Fakir? Eh bien, surprise, il a un joli casier judiciaire. 7 condamnations devant le tribunal correctionnel pour des vols, dont un vol de voiture. Pour des affaires d'escroquerie, on a un cas de conduite sans permis et on a une affaire de port d'armes. Mais aucune condamnation pour trafic de drogue. C'est un petit délinquant, mais a priori pas un dealer. En tout cas, ce n'est pas sûr. Ça le devient un peu plus quand, quelques jours plus tard, les policiers de la PJ de Nîmes reçoivent une lettre anonyme. Alors, bon, d'après ce que nous dit cet informateur, Fakir avait une dette avec des trafiquants de cocaïne. Il aurait subtilisé 2 kilos de coke et c'est pour ça donc qu'il aurait été assassiné. Le problème, c'est qu'il ne nous dit pas à qui il aurait volé la poudre. Moi, écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais d'abord, 6 coups de couteau, c'est pas trop la signature du grand banditisme. Eux, c'est plutôt une balle dans le buffet. Hein. Donc je me demande, mais j'ai peut-être tort, hein, si on n'est pas en train de nous mettre sur une fausse piste, de nous balader, quoi. Peut-être, mais pas certain non plus. Parce que renseignement pris, Fakir bricolait aussi des bagnoles. Il achetait des épaves à la casse, il les retapait et il les revendait. Pour arrondir ses fins de mois de boulanger, quoi. Mais enfin, est-ce que c'est pour une histoire de voiture qu'on l'a zigouillé? Franchement, ça paraît peu probable. Alors bien entendu, il ne déclarait rien de tout ça au fisc. Et on ne sait pas combien de caisses il trafiquait par mois. Mais ce qui est sûr, c'est que ce faisant, il a bien amélioré son train de vie. Hein. Il est passé d'un HLM dans la cité Pisin à un joli pavillon avec piscine à Millau. Mais rien de louche. Juste un type qui travaille dur pour améliorer le sort de sa famille. Un chic type, a priori. Les victimes sont rarement des méchants, vous savez. Je vous ai raconté l'autopsie, tout à l'heure. Mais après l'autopsie, tombent en général les résultats des analyses. Analyse de sang, analyse d'urine, analyse aussi de ce qu'on appelle le bol gastrique, autrement dit le contenu de l'estomac. Et vous savez ce qu'on a retrouvé dans le sang de Badré Fakir? Une dose massive de zolpidem. C'est un hypnotique, c'est un somnifère assez puissant. Vous le connaissez, hein? Vous le connaissez sous le nom commercial de Stilnox. Donc, eh bien, on l'a ensuqué avant de le poignarder. Ça nous éloigne du grand banditisme, hein, et ça nous rapproche d'un crime, disons, plus intimiste. Vous connaissez les ingrédients d'une bonne enquête de police? Tout commence en général par une reconstitution de l'emploi du temps de la victime. Sa femme, Katharina, dit que le dimanche 30 août, ils ont fait un barbecue dans le jardin. Et après, Badré, il a joué avec les enfants, les 2 plus jeunes, dans la piscine. Et elle montre des photos. C'est mignon de voir ce papa jouer avec ces 2 gamins quand on sait que juste après, on l'a lardé de 6 coups de couteau et on a mis le feu à son cadavre. Et après, qu'est-ce qu'il a fait après? Eh bien, en fin de journée, je sais pas, vers 20h, 21h, il est parti. Il avait rendez-vous avec quelqu'un qui devait venir le chercher à la maison. Qui, je sais pas, et pourquoi, je sais pas non plus. Mais à cette heure-là, moi, j'étais en train de coucher les petits. Et d'ailleurs, j'étais tellement naze que je me suis endormi avec mon fils. C'est vous dire.
À partir de ce moment-là, il semble que personne, ni de sa famille, ni de son voisinage, ne l'ait revu. À ce moment-là, ça ne sont pas les policiers qui font avancer l'enquête, c'est la famille de Badré Fakir, figurez-vous. Ces deux sœurs. Parce qu'elles ont un truc en tête. Et elles ont décidé de creuser cette piste dans leur coin. Moi, il y a plein de trucs qui me gênent. À commencer par sa femme, Katharina. Tu trouves qu'elle est vraiment affectée par la mort de Badré, toi? Moi, je ne trouve pas, hein. Elle a vite tourné la page. Et leurs deux fils aînés, Michael et Jordan aussi. Tu sais ce que j'ai appris? Figure-toi qu'ils ont demandé un certificat de décès, alors que Badré, il est même pas enterré. Il paraît qu'ils en ont besoin pour la banque, parce que, je sais pas si tu sais ça, mais maintenant que Badré, il est mort. Le crédit de la maison, ma cache, hein. L'assurance rembourse tout, hein. Ils auraient pu attendre quand même, non? Pour s'occuper de ça. Je sais pas, attendre au moins les obsèques. Mieux que ça. Les deux fils aînés, Michael 25 ans et Jordan 19 ans, parlent déjà de faire des travaux dans la baraque. Le cadavre de leur père est encore tiède. Et c'est pas tout. Bon, d'après ce que j'ai appris, Michael et Jordan, en ce moment, ils visitent des magasins à vendre à Nîmes. Il paraît qu'ils veulent faire un commerce de fringues. Et la femme de Michael, elle cherche un magasin pour faire fleuriste, figure-toi. Tout ça est d'assez mauvais goût, vous en conviendrez. On est donc dans l'idée que les enfants auraient pu tuer leur père pour la thune, pour le flouze, pour la maille, pour l'héritage. Dix jours après la découverte du corps, ont lieu les obsèques de Badré Fakir. Et malgré leur chagrin, les deux sœurs profitent de l'occasion pour faire avancer leur petite enquête. Et parmi les participants à la cérémonie, il y a un couple qui les intéresse bien. Ce sont des voisins qui habitent juste en face de chez leur frère. Bonjour monsieur, nous sommes les sœurs de monsieur Fakir. Dites-moi, on a remarqué que vous aviez une caméra vidéo devant chez vous. On en a plus qu'une. On en a 4. On les a installées depuis qu'on a été cambriolés. Vous avez conservé les enregistrements du jour où notre frère a été tué? Oui, bien sûr. Ça vous embêterait pas qu'on y jette un œil? Pas du tout, pas du tout. Passez à la maison quand vous voulez. Et voilà les deux sœurs qui se mettent à visionner les vidéos en commençant par celle du dimanche 31 août, dernière journée que leur frère a passée en famille. Vous vous souvenez que sa femme dit que ce jour-là, ils ont fait un barbecue, qu'ensuite Badré a joué avec les enfants dans la piscine et qu'il est parti vers 20h, 21h, parce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un devant la maison. Le problème, c'est que sur les vidéos, on ne le voit pas sortir à 20h, ni plus tard. C'est bien ce que je pensais. Elle nous a raconté n'importe quoi, Katharina. Et après, elle visionne les enregistrements de la nuit du 31 au 1er septembre. Regarde là. Minuit et demi même. Tu les reconnais? Ah ouais? Les images sont pas bonnes, mais la démarche, c'est clair, hein? C'est Jordan et Michael. Vas-y, montre la suite. Et la suite est confondante. On les voit ouvrir le portail, rentrer la voiture de leur mère en marche arrière jusque devant la porte d'entrée, ouvrir le coffre et s'agiter devant la porte. Bon, c'est pas super net, hein? Mais on dirait bien qu'ils chargent encore, non? Les enfoirés, putain. Les deux sœurs vont très vite raconter tout ça aux policiers de la PJ, qui, entre nous, auraient pu repérer même cette caméra et aller voir les voisins. Ils ont un peu merdé sur ce coup-là. Passons. Et donc, ils visionnent les vidéos, qui sont, je le redis, de qualité très moyenne.
Et ils en tirent les mêmes leçons que les deux sœurs. Badré Fakir a sans doute été tué chez lui par les siens. Et son corps transporté ensuite dans la voiture de la mère jusqu'au tunnel dans la garrigue où on y a mis le feu. Grosse avancée dans cette enquête. Le trio, la mère et les deux fistons, se retrouvent en garde à vue. Chacun dans un bureau, chacun face à un duo de flics. Bien, votre nom c'est Fakir Michael, c'est ça? Ouais, c'est ça. Votre âge? 25 ans. Et c'est tout ce qu'ils en tirent. Les flics ont beau lui dire qu'on le voit sur la vidéo, s'agiter autour de la maison familiale la nuit du crime, il jure qu'il n'a rien fait. Et après, il se mure dans le silence. Passons à la mère, alors. Bien. Madame Katharina Castro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Madame, nous pensons, en vérité nous avons quelques preuves, que vous avez tué votre mari avec l'aide de vos fils. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Mes fils, ils y sont pour rien. C'est moi la seule responsable. Bien. Alors dites-moi ce qui s'est passé. Je vais tout vous dire, mais mes fils... Oui, on a compris, madame. Ils y sont pour rien. Dites-nous ce que vous avez fait, vous. D'accord. Bon, j'ai commencé par lui mettre des somnifères dans son milkshake. Et là, il a commencé à s'endormir et il est allé se coucher. D'accord. Et après? Et bien après, une fois qu'il dormait, je lui ai attaché les mains avec du Serflex, au cas où il se réveillerait, vous comprenez? On comprend. Et après? Et bien après, je l'ai étranglé. Avec quoi? Avec une cordelette. On est d'accord que ça ne colle pas. Le légiste a été formel, il n'a pas été étranglé, il a été lardé de coups de couteau. Tant qu'à avouer, pourquoi est-ce qu'elle n'avoue pas la vérité? Bon, et après, madame, le transport du cadavre. Eh bien, je l'ai chargé dans ma voiture et je l'ai amené là où vous l'avez trouvé. Et voilà, j'ai mis le feu avec de l'essence. À aucun moment, vos fils ne vous aident dans tout ça. À aucun moment, je le jure. Les policiers pourraient lui montrer tout de suite les vidéos pour lui clouer le bec. Mais ils remettent ça à plus tard. Ce qui les intéresse maintenant, c'est le mobile. En vérité, c'est lui qui a commencé à me menacer. Et il m'a dit, si tu me tues pas, tôt ou tard, c'est moi qui te tuerai. Il m'a dit, ça finira par un drame. Alors j'ai fait ça pour me sauver, et pour protéger mes enfants, vous comprenez? Mais je m'en veux. Vous pouvez pas savoir comme je m'en veux. Parce que moi, je l'aimais, Badré. Ah, ça oui. Je l'aimais. Elle l'aimait et elle l'a tué. Mystère. Voyons ce que dit pendant ce temps-là le second fils, le plus jeune, Jordan, 19 ans. Ce que vous dit ma mère, c'est ce qu'on avait prévu de dire si on était arrêté, mais c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Je vais tout vous dire. Allez-y, je vous écoute. Bon, voilà. Moi, au moment où ça s'est passé, j'étais à ma chambre et je jouais aux jeux vidéo. J'avais mon casque sur les oreilles, donc j'ai rien entendu. Et puis d'un coup, ma mère, elle est arrivée dans ma chambre, elle m'a dit, j'ai fait une connerie, j'ai tué ton père. Et après, elle est allée dire la même chose à Michael. Et nous, on n'a pas compris, quoi. On s'est dit, pourquoi elle a fait ça? Et après, jeune homme, vous avez aidé au transport du corps? Non, enfin, pas de suite. Le corps, il est resté à la chambre toute la journée le lendemain. On avait fermé la porte à clé pour pas que ma petite sœur et mon petit frère puissent le voir, quoi. Et vous l'avez déplacé quand, alors? Eh bien, le lundi soir, on l'a mis dans la voiture et puis on est allé le mettre là où vous l'avez trouvé, dans la garrigue. Qui a mis le feu? C'est pas moi. C'est mon frère, Michael. Et dans la foulée, Michael reconnaît que c'est bien lui qui a mis le feu. A priori, tout ça colle avec la vidéo. L'affaire paraît résolue. À un détail près, qui n'est d'ailleurs pas un détail. Aucun d'entre eux ne dit que Badré a été poignardé.
Ils sont idiots, quoi. 6 coups de couteau, dans le cou, dans le torse, dans le ventre. Aucune trace d'étranglement. Ils assument le meurtre, ils assument le transport du corps, ils assument la mise à feu. Mais pas ça. On comprend que c'est dur à assumer. Ils sont mis tous les 3 en examen pour homicide volontaire et ils filent tous les 3 en prison. La suite de l'enquête vient éclairer un peu tout ça, car les policiers en apprennent une bien belle. Écoute bien ce que je viens de découvrir. Badré Fakir, eh bien, il avait une double vie. Figure-toi qu'il était à la colle avec sa patronne de la boulangerie, qui se nomme Lilia. Et mieux que ça, il s'était marié religieusement, figure-toi, avec elle, alors qu'il était marié à côté avec Catarina Castro, hein. Mieux que ça, il vivait avec sa patronne Lilia et ses enfants. Une vraie double vie. Il ne passait en vérité que très peu de temps dans la maison avec piscine de Millau. Et sa vraie femme, Catarina Castro, était au courant de ça. Je le savais, mais j'avais peur de lui. Et quand il venait passer une nuit à la maison, parfois, il me réveillait en pleine nuit pour coucher. Et je me laissais faire, que voulez-vous? Il m'a tellement battu avant. Il m'a fait tellement mal. J'avais pas le courage de refuser. Elle raconte que quand ils se sont rencontrés, elle n'avait que 14 ans. Et qu'elle n'avait même pas 18 ans quand elle est tombée enceinte la première fois. Qu'à cette époque, il n'avait de travail ni l'un ni l'autre. Et que pour subvenir aux besoins de la famille, Badré Fakir s'est mis à jouer au casino, et à picoler, et à sniffer de la cocaïne. Et l'entourage confirme. Une de ses nièces raconte qu'un jour, Catarina l'a appelée pour qu'elle vienne la récupérer au bord du périphérique. Elle avait les vêtements déchirés et elle lui a raconté qu'elle avait réussi à échapper à Badré, qu'il l'avait amenée dans un parking pour la violer. Lui, il avait refait sa vie, mais il est resté très possessif avec Catarina. Il la surveillait tout le temps. Il débarquait à l'improviste chez elle pour vérifier où elle était, avec qui elle était. C'était un sale type, vous savez, Badré. C'était un sale type. Ok, c'était un sale type. Mais elle l'a tué de 6 coups de couteau. Alors ça lui vaudra peut-être des circonstances atténuantes, mais certainement pas l'absolution. À condition que tout ça soit vrai. En tout cas, le médecin de famille confirme, il l'a vue plusieurs fois couverte de bleu. L'instruction révèle que les fils aussi avaient coupé les ponts avec leur père. Ils étaient au courant de tout. Ils ne le supportaient plus. Pour vous dire à quel point je ne pouvais plus le voir, mon père. Je ne l'ai même pas invité à mon mariage. Donc, selon la mère et les fils, le mort était un salaud. Le problème, c'est que les proches de Badré Fakir ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Ses sœurs, notamment, dont vous vous souvenez qu'elles ont beaucoup apporté dans cette enquête. Elle raconte n'importe quoi, Catarina. C'est pas vrai que Badré la battait, c'est pas vrai qu'il était odieux avec elle. Et ses fils, ils disent ça, c'est pour prendre moins de prison. C'est tout. Alors pourquoi elle l'aurait tué, votre frère? Eh bien parce qu'ils allaient divorcer. Parce qu'il allait s'installer définitivement avec Lilia et qu'ils allaient devoir vendre la maison pour partager et qu'elle n'allait pas pouvoir se payer toute seule une jolie maison avec piscine. C'est tout. On en revient au mobile financier. Alors quelle est la vérité de cette affaire? Et si on demandait à Lilia, sa maîtresse, sa patronne, la femme de sa double vie? Et la surprise, c'était quelqu'un de très possessif, hein, Badré. Très jaloux. Et moi aussi, hein, j'en ai pris des raclées. Et moi aussi, j'avais peur de lui. Hein. À l'approche du procès,
Katharina reçoit le soutien inattendu de sa rivale. Ça va peser, c'est sûr. Le procès de Katharina Castro et de ses 2 fils aurait dû se tenir en 2019. Il a été reporté à cause de ce fichu Covid. Il s'ouvre finalement en avril 2021 à Nîmes. Face à face, la famille de Fakir et Katharina Castro. Qui ment sur les circonstances de ce crime? Était-il violent avec sa femme, oui ou non? L'enquêteur de personnalité vient apporter son éclairage. À sa jeunesse, selon de nombreux témoignages que j'ai pu recueillir, Badré Fakir était un homme violent, qui n'hésitait pas à se battre. On m'a dit que c'était le caïd de la cité. Sur les faits eux-mêmes, Katharina Castro a fini par assumer les coups de couteau. J'ai beaucoup de trous de mémoire, mais c'est mon ressenti. C'est moi qui ai porté les coups de couteau. Un psy vient dire que ces trous de mémoire sont plausibles. Mais on n'a tout de même pas la preuve que ce ne sont pas les fils qui l'ont tué. D'autant que Katharina Castro livre une nouvelle version, inattendue. C'est lui, en vérité, qui m'a demandé d'abrécher ses souffrances morales. Il m'a dit qu'en tant que musulman, il ne pouvait pas se suicider. Alors il m'a demandé de le tuer. C'est improbable. Et pourquoi elle dit ça maintenant? Mystère. En tout cas, ça ne la sert pas. On se pose aussi la question de la préméditation. Est-ce que c'est un meurtre ou un assassinat? Pour l'avocat de la famille de Badré Fakir, c'est sans aucun doute un assassinat. Ce soir-là, dans cette maison, il a fallu que soient réunis des serflex, une cordelette, du zolpidem, un couteau et un bidon d'essence. Alors oui, évidemment, tout ça montre que c'était prémédité. C'est aussi ce que pense l'avocat général. Mais il semble avoir retenu les circonstances atténuantes. Il ne réclame que 14 ans pour Katharina et 7 ans pour chacun de ses fils. Et finalement, les jurés vont encore plus loin dans l'excuse, puisqu'ils ne condamnent Katharina Castro qu'à 12 ans de réclusion criminelle seulement, pour meurtre et pas pour assassinat. Et ils acquittent les 2 fils. Et donc la vérité judiciaire de cette affaire, c'est qu'une femme a tué son mari parce qu'il était violent avec elle. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Badré Fakir en septembre 2015 à Nîmes, tué par sa femme, Katharina Castro, avec l'aide de ses 2 fils. Elle n'a pris que 12 ans pour ce meurtre et les enfants finalement ont été acquittés. Et je débriefe cette histoire avec l'un des ténors du barreau de Montpellier, maître Jean-Marc Darrigade, qui était avocat d'une partie de la famille de Badré Fakir dans ce dossier, soit ses 2 frères et leurs enfants. Et d'ailleurs, pourquoi uniquement des 2 frères? J'ai cru comprendre qu'il y avait des dissensions dans la famille de Badré Fakir. Je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Effectivement, c'était une instruction qui a duré beaucoup de temps. Les 2 sœurs de Badré Fakir ont été très diligentes, très actives dans le travail d'enquête, participant, comme vous venez de le rappeler. Et peut-être en ont-elles fait un peu trop, de sorte que il y a eu à un moment une volonté des frères de prendre un peu de distance par rapport à cette attitude très très agressive de leur sœur. Est-ce qu'il y a une appréciation différente entre les 2 frères que vous représentez et les 2 sœurs de Badré Fakir sur le caractère violent de Badré Fakir?
Disons que les deux frères que j'assistais, ils acceptaient l'idée que leur frère n'était pas la victime idéale, c'était pas une blanche colombe, ils avaient bien conscience des défauts de leur frère, ils n'étaient pas outranciers, si vous voulez, dans ce sens-là. Après, évidemment, ils gardent. Alors que les sœurs, oui, voilà, elles avaient tendance un peu à gommer cet aspect-là et à se concentrer sur le caractère vénal de cette affaire, enfin, comme ce que vous avez rappelé, et à oublier un peu ce qui avait pu quand même motiver Catarina Castro. Les frères, et donc vous êtes amené à dire au procès que voilà, vous aviez conscience que c'était un homme violent. On a eu conscience on n'a pas gommé ces défauts-là, on s'est concentré après sur les faits en eux-mêmes, qui présentent quand même des caractères d'horreur absolue, peu importe la motivation, peu importe le contexte. C'est quand même un dossier qui révèle une méthodologie dans le crime qui est effrayante. Et on peut rester quand même choqué du résultat obtenu par rapport à la méthode employée, quand bien même la victime a pu par le passé être présentée comme tyrannique, violente et certainement vecteur de malheur pour les femmes qu'il a rencontrées. Un commentaire donc sur le verdict. Est-ce que vous et vos clients, vous trouvez légitime cette peine qui est finalement assez mesurée au titre des violences qui ont été subies par Badré Fakir? Catarina Castro, oui. C'est sûr que le verdict qui paraît assez clément. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est qu'à l'issue du procès, quand même, il y a eu une espèce de réunion en fait des deux familles, et finalement la justice est passée et a permis à deux parties de se reparler un peu. Donc ça, c'est peut-être le côté positif. Mais c'est vrai que la peine, elle est apparue peut-être très mesurée par rapport à la méthode utilisée, par rapport à ce caractère préparé, et par rapport surtout à l'attitude qui avait été celle de Catarina Castro et de ses fils au départ de l'enquête, puisqu'ils avaient tout fait pour égarer les policiers. Elle est condamnée pour meurtre et pas pour assassinat. Alors que je vous ai fait parler pendant le procès, mais il y a quand même, elle est quand même venue avec du Serflex, elle lui a mis du Zolpidem, elle avait prévu de l'essence pour mettre le feu. Il y a tout un tas d'éléments qui peuvent laisser penser que c'est un assassinat. Ah oui, la méthode, tout est préparé, c'était une évidence. Elle avait menti sur le barbecue. S'il y a bien eu un barbecue, c'était un barbecue macabre dans ce tunnel ferroviaire. Il y a même eu un expert qui est venu dire, pour s'en rétracter quand même à l'audience au cours des débats, que peut-être Badré Fakir n'était pas totalement mort au moment où on a mis le feu à son corps. Donc c'est vous dire quand même. C'est pas ce que dit le légiste. Hein. Il n'y a pas de suie dans les poumons, donc ce n'est pas ce que dit le légiste. Tout à fait, mais il y avait un désaccord des experts sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un expert qui est venu le dire et un médecin légiste qui est venu le contredire. Mais à part cet aspect-là, il reste effectivement la présence de Serflex, la présence de médicaments, de ce Zolpidem pour l'ensuquer, comme vous dites, pour la présence de cordelettes, la présence d'un bidon d'essence, d'une mèche pour allumer, d'un briquet, d'un véhicule utilitaire pour transporter le corps, d'un endroit prévu à l'avance pour le brûler. Enfin, tout ça démontre que ça avait été préparé avec une logique, et on avait même prévu que la journée du lundi serait une journée normale où tout le monde est allé à son travail comme si de rien n'était. Il faut un sang-froid quand même après avoir vécu cette horreur qui est assez étonnant. Je vous trouve convaincant sur l'assassinat, maître Darrigade. Mais du coup, comment est-ce que vous expliquez que les jurés n'aient pas retenu ça? Et je crois que, si vous voulez, il y a eu dans cette affaire, c'était une instruction qui a été très très longue. Il y a eu peut-être de la part des parties civiles et notamment des deux sœurs trop de zèle, une mise en cause systématique du travail des policiers, une mise en cause systématique du travail de la justice et des juges d'instruction, de sorte que l'ordonnance de mise en accusation, je ne sais pas si vous l'avez noté, elle est signée par 4 juges d'instruction, histoire de montrer que le travail de la justice est cautionné par non pas un seul juge, mais par 4. Donc c'est vous dire que les mises en cause sont allées loin, et que finalement cette logique de mise en cause s'est retournée contre celles qui voulaient une justice pour leurs frères.
Mais j'essaye de comprendre comment ça se passe. Tout le monde, a priori, sort convaincu qu'il s'agit d'un assassinat. Et les jurés s'en dit aussi le fait d'avoir acheté le zolpidem, le fait d'avoir l'essence, le fait d'avoir les serflex, le fait d'avoir le couteau, tout ça indique des préparatifs. Comment est-ce qu'un jury peut être amené à dire « Ah ben non, ça n'est pas un assassinat ». Est-ce que c'est, en gros, pour répondre à une autre question qui est ce type était un sale type, et donc cette femme, on va la sauver autant qu'on peut. Oui, vous avez parfaitement résumé, c'est ça. Après c'est la grandeur, ou peut-être pas la grandeur, j'en sais rien, du jury populaire. C'est-à-dire que voilà, le droit par moment un peu avoir des contingences qui sont écartées au bénéfice d'une appréciation populaire et souveraine qui va faire que on a voulu sauver Catarina Castro au maximum. Mais si vous inversiez ce procès et que vous fassiez le procès d'un homme qui aurait agi de la même façon, en arguant du fait que sa femme le frappait, mais en étant dépourvu de certificats médicaux, étant dépourvu de main courante, étant dépourvu de plainte préalable, ben, avec une méthodologie pareille, je peux vous dire que ça se termine pas à 12 ans, ça se termine avec perpétuité. Alors les fils sont acquittés. C'est assez étonnant parce que, a priori, donc, ils ont aidé au transport du corps au minimum, ce qui vaut habituellement, de mon expérience, entre 5 et 7 ans. Et là, ils sont acquittés. Ils sont acquittés parce qu'ils n'étaient pas poursuivis pour le délit, pour les délits connexes de non-dénonciation de crime. Ils n'étaient pas poursuivis pour avoir modifié la scène de crime. Ils n'étaient pas poursuivis pour avoir prêté assistance postérieurement au crime. Et tous ces délits qui peuvent être poursuivis, on avait retenu que la complicité d'assassinat. Et de sorte, comme la mère les protège sur les coups de couteau et qu'on ne peut pas rapporter la preuve que l'un d'entre eux est l'auteur de ces coups de couteau, ben ils sont purement et simplement acquittés. Et on arrive au paradoxe suivant, c'est qu'ils ont certainement été indemnisés pour la détention provisoire qu'ils ont faite dans le cadre de cette instruction. Voilà. Ouais, ça aussi quand même c'est très étonnant parce que qu'est-ce qui fait que la juge d'instruction, enfin les 4 juges d'instruction, ne les mettent pas en examen pour le transport des corps, la modification de la scène de crime et la crémation? Ben oui, c'est très étonnant, mais je crois que c'est lié aussi au fait que c'est toujours lié à cette logique qu'il y a eu très agressive où finalement on s'est plus attaché à répondre aux coups donnés par les parties civiles et aux différentes attaques qu'elles faisaient, hein, et pour finalement négliger certains aspects de ce dossier. Et voilà, c'est pour ça que ça s'est un peu retourné contre la famille, cette méthodologie. Il faut savoir que les 2 sœurs, elles ont fini par être condamnées pour dénonciation calomnieuse à l'égard d'un des policiers. C'est pour dire que c'est allé loin. Et, mais quel était leur intérêt à elles? Je comprends pas. Ben, elles se sont investies trop dans ce dossier, elles se sont pris pour des enquêtrices, et puis ensuite, mais pas des enquêtrices objectives, évidemment, puisque c'était les petites sœurs de la victime, et de sorte qu'après, elles ont fini par dévoyer leur lutte, en quelque sorte. Et ça a nui à plein d'aspects de ce dossier, et donc il y a eu des oublis, et les 2 frères en ont bénéficié, alors qu'ils ont carbonisé le corps de leur propre père, alors qu'ils l'ont certainement perforé de coups de couteau, alors qu'ils ont prémédité le plan en son entier, ce qui glace d'horreur quand même quand on y pense, et quand on réfléchit, ils ont même été indemnisés pour cela. Pour la détention effectuée à tort. Voilà, exactement. Elle a pris, on est d'accord qu'elle est jugée, elle est détenue? Oui, elle était détenue, mais là je pense qu'elle est même déjà sortie de prison. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, parce que ça fait 6 ans, 21 plus 2, ça fait 8, elle est condamnée à 12, possiblement elle est sortie. Oui, elle est sortie très récemment, je pense qu'elle est sous le régime certainement du bracelet électronique pour terminer sa peine à l'heure où on parle de ce dossier. Merci beaucoup Jean-Marc Darrigat d'avoir accepté de revenir sur cette affaire de 2015 à Nîmes. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Prêt pour le quiz VNB? Attention, top départ. Quelle est la différence entre le bourbon et le whisky? Je passe. Quel est l'ingrédient essentiel dans l'élaboration d'un gin? Je passe. Quelle est la différence entre un rhum arrangé et un spiced? Je passe. Eh bien, passez donc à la foire aux spiritueux dans les magasins VNB. Nos experts vous attendent pour un moment de dégustation et de partage. Et profitez également de prix promo, jusqu'à moins 10 €. La foire aux spiritueux jusqu'au 15 novembre dans votre VNB. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.